Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes à Musicora pour une conférence à l'initiative de la CMF sur les droits culturels, le numérique et l'enseignement de la musique. Alors, nous allons faire un petit tour de table tout à l'heure avec nos invités nombreux et presque paritaires. Oui, paritaires, c'est formidable. Pour discuter du numérique, est-ce qu'on a déjà bien intégré les leçons de la Covid? Est-ce qu'on a bien exclu les leçons de la Covid et qu'on revient à des fondamentaux? Qu'est-ce que ça change dans notre pratique de l'enseignement artistique? Qu'est-ce que ça change dans notre rapport à l'autre, au professeur, à l'élève et à la société? Peut-être nous irons jusque-là. Je vais commencer d'abord par donner la parole à Moustapha Boudjemaï, qui est notre représentant, président de la CMF, directeur de la CMF, pardon. Je vous upgrade. Et pour que vous nous présentiez un peu déjà ce que c'est que la CMF et surtout, quelle était l'idée pour vous de réunir ce petit monde charmant pour discuter de ces questions. Alors, donc, ça marche, très bien. Donc, bonjour tout le monde. Donc, merci déjà d'avoir répondu à notre invitation pour cette table ronde sur des enjeux qu'on estime importants, donc le droit culturel au regard des pratiques numériques et des objectifs d'enseignement. Alors, quelques mots d'abord sur la Confédération musicale de France. Donc, la Confédération musicale de France, comme l'indique, donc confédération, ça veut dire que c'est une organisation associative qui fédère, qui regroupe un ensemble de fédérations territoriales, départementales, régionales, plus d'une centaine en France, sur tous les territoires en France et à La Réunion, lesquelles fédérations départementales et régionales elles-mêmes regroupent plusieurs centaines et plusieurs milliers même de structures locales, soit des écoles de musique, donc près de 1400 écoles de musique un peu partout en France, des écoles de musique associatives pour la plupart, mais aussi quelques conservatoires régionaux, publics ou départementaux. Et puis donc plus de 3500 ensembles musicaux de toutes sortes. Donc donc qui sont constitués en association. Donc des ensembles musicaux, ça peut être des orchestres à plectre, des orchestres d'accordéon, des big bands, des brass bands, des orchestres d'harmonie, des orchestres symphoniques. Vraiment une représentation assez large, je dirais, de l'ensemble de la musique, même si effectivement on pourra en parler un peu, mais disons que du côté des orchestres ou des groupes de musique actuels, il y a quand même une présence moindre. C'est une confédération qui a déjà près de 160 ans, donc on peut dire qu'on est, je pense, quasiment la plus ancienne fédération en France, qui s'est constituée. Alors, je n'irai pas jusque parler de toutes les origines, il y a pas mal de choses qui seront disponibles sur notre site, mais juste pour dire, justement, en lien avec la question des droits culturels, qui se sont constitués au départ à partir d'un certain nombre d'orchestres et d'ensembles de pratiques musicales qui étaient nés de tout le mouvement au XIXe siècle, des syndicats qui est lié au milieu ouvrier et la naissance de l'éducation populaire aussi. Donc vous voyez que là on est déjà un petit peu dans les droits culturels finalement, et donc une organisation qui s'est développée au fil des années, au fil des décennies, donc depuis 160 ans, pour finir par donner cette confédération, donc qui a un statut associatif qui est dans le champ de l'éducation populaire. Là aussi, je prononce ce mot exprès parce qu'il a très à voir avec la question des droits culturels, l'éducation populaire. Et disons que, pour résumer un petit peu le rôle de la Confédération, donc c'est à la fois celui de représenter un peu l'ensemble de ce réseau, donc à la fois enseignement, donc, mais aussi développement des pratiques amateurs individuelles ou collectives avec les ensembles dont on a parlé, une question de représentation, un accompagnement, une valorisation de ce réseau, de ces pratiques, la négociation bien entendu auprès des pouvoirs publics pour accompagner un petit peu à la fois le cadre de réglementation, le cadre légal, mais aussi tout ce qui est l'obtention un petit peu de soutien public. Un travail de communication avec notamment le site là, que vous avez sur les écrans.
Et puis surtout aussi trois grands axes de développement qui sont un accompagnement sur les questions de pédagogie musicale. Donc là, on est au cœur aussi d'un des axes de notre table ronde, avec justement toute une série de questions qui se sont posées avec l'apparition du numérique. Donc un axe de développement autour de la pédagogie musicale. Donc là, on développe des outils, on anime des commissions internes pour réfléchir ensemble avec le réseau sur toutes ces questions-là. Un deuxième axe de développement qui est autour des projets culturels, que ce soit des événements, des rencontres, des rassemblements, mais aussi des actions d'éducation artistique et culturelle ou de médiation culturelle. Un troisième axe de développement autour de la formation. Alors que ce soit justement d'un côté la formation des acteurs associatifs, parce que pour développer toutes ces activités à partir d'associations, ce sont des bénévoles, pour la plupart, donc qui doivent être un petit peu accompagnés dans leur capacité à gérer ces associations, à gérer les projets. Donc on fait de la formation des acteurs associatifs. Et puis on est aussi sur la formation professionnelle, donc que ce soit la formation des enseignants ou que ce soit la formation des intervenants, et puis la formation aussi des chefs d'orchestre ou d'ensembles musicaux. Donc voilà un petit peu l'ensemble des rôles qu'on a. Alors, pour terminer un peu mon intervention, pour redire un petit peu ce qui a motivé notre initiative, là, qui n'est pas la première d'ailleurs sur le thème, ce qui a motivé notre initiative pour proposer cette table ronde à Musicora, qui plus est, en partenariat donc, avec la lettre du musicien qui nous a fait le plaisir de bien vouloir animer cette table ronde, mais aussi... Alors, même s'ils ne sont pas présents aujourd'hui, je les cite quand même, le CFEDEM, donc le pôle supérieur Rhône-Alpes, avec lequel on travaille depuis longtemps sur ces questions-là. On a collaboré aussi avec la PFM, donc l'association des professeurs de formation musicale. En fait, la Confédération musicale et son réseau sont traversés, je dirais, par trois aspects. La première question, c'est celle des droits culturels, effectivement. Depuis quelques années, la Confédération a vraiment renforcé son projet associatif sur un certain nombre de dimensions, je dirais, d'objectifs sociétaux, de valeurs, et d'objectifs finalement, oui, citoyens, éducatifs, sur l'idée de dire que, en dépassant justement la notion de démocratie culturelle, et je pense qu'il y a des gens ici qui pourront aller plus loin pour expliquer la différence entre démocratie culturelle et droit culturel, de dire qu'effectivement, on est un réseau qui doit œuvrer pour l'effectivité de ces droits culturels. Ces droits culturels étant finalement cette façon de concrétiser le fait que chacun peut participer à la vie culturelle et que ce n'est pas juste une question d'accéder, je dirais, à une culture savante dispensée du haut vers le bas, mais plutôt, je dirais, comment les références, les cadres culturels, les identités, les pratiques des uns et des autres peuvent s'exprimer, peuvent être diffusées, mais aussi comment les gens peuvent aussi accéder à la pratique, à l'apprentissage, etc. Donc c'est plus large que la démocratie culturelle, mais ça comprend la démocratie culturelle. Donc on est complètement percuté par cette question-là, avec aussi des enjeux sociétaux dont on s'est emparé autour des nécessités de travailler sur la question de l'inclusion de toutes les personnes, de l'inclusion sociale, l'inclusion physique, enfin les questions d'accessibilité qui traversent les questions des droits culturels. Donc voilà, ça c'est un peu sur le volet sociétal. Le deuxième volet, c'est le volet effectivement du côté du numérique. Le numérique est, je dirais, un fait qui s'impose à tout le monde finalement. C'est à la fois un progrès technique, mais aussi une mutation des pratiques, et on est complètement percuté dans nos pratiques, dans les modalités d'apprentissage, dans les modalités de diffusion, de transmission du patrimoine, qui sont autant d'objectifs. Et on l'a vu encore plus avec la crise du Covid, où effectivement, des ensembles musicaux de 30-40 musiciens, comment ils continuent à répéter, à être en lien ensemble, nos écoles de musique, comment on garde le lien, etc. Et donc il y a à la fois une espèce d'opportunité et des grandes inquiétudes. Je ne m'étalerai pas sur les inquiétudes, certainement on y reviendra, des inquiétudes sur ce que ça peut changer, sur le rapport à l'autre, le rapport au collectif, le rapport au prof, voilà. Mais ça peut aussi changer des choses, peut-être même sur les modalités de pratique. Et enfin, les questions d'enseignement, où effectivement, déjà avant le numérique, il y a des questions qui se posent en termes de
comment nous, notre réseau, on l'accompagne pour faire évoluer ces pratiques d'enseignement, c'est-à-dire à la fois, bien entendu, pouvoir permettre de transmettre les codes, transmettre les techniques, mais en même temps, en prenant en compte la question des droits culturels, la question des différentes esthétiques, la question des différentes techniques, la question du numérique, mais aussi en changeant un peu de perspective, qui soit plus simplement, uniquement un peu ce qu'a pu être autrefois, je dirais, les modalités d'évaluation, de pratique et d'enseignement classiques. Voilà un petit peu comment on a construit notre question. Alors, juste pour terminer, ça fait déjà 7-8 ans qu'on a investi sur ces questions. On avait déjà d'ailleurs mis en place une table ronde à Musicora sur cette question. On a développé aussi nous-mêmes des outils numériques pour favoriser l'apprentissage, à travers notamment notre outil CMF Média, qui permet de travailler en ligne des morceaux, du répertoire conseil à partir d'une application. On a fait aussi un travail de référencement des logiciels qui existent, etc., qui sont disponibles sur notre site. Et puis on souhaite aujourd'hui, alors déjà avec vous ici, mais plus largement avec l'ensemble des partenaires, continuer à accompagner cette réflexion pour s'emparer le mieux possible de cet outil. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. On va commencer avec vous, Amandine Fressier. Quand on entend que depuis 160 ans, la CMF en est le témoin. Pardon. Oui ? Pardon, excusez-moi, je mélange tout. On va le refaire. On va commencer par Claudia Corcial. Excusez-moi, désolée. Donc, quand on voit que depuis 160 ans, la CMF accompagne des ensembles, que depuis 160 ans et bien plus, on peut dire que l'enseignement artistique au sens large n'a fait que se démocratiser, qu'on est de plus en plus à apprendre un instrument de musique. On sait que la musique, la pratique musicale et même simplement l'écoute de la musique, c'est la première pratique culturelle en France et en Europe. On ne peut que se réjouir. Et depuis plus de 160 ans, on va dire, les concepts n'ont fait que se superposer, s'accumuler, peut-être se confronter. Alors, on a parlé de droits culturels, d'éducation populaire, de démocratie culturelle, de culture libre. Alors, je voudrais avec vous qu'on essaye de définir un peu tout ça et voir à quel endroit ça se chevauche, qui comprend quoi, pour partir sur de bonnes bases. Très bien, c'est pas évident, mais je vais essayer. Alors juste pour dire que je ne suis pas chercheuse, j'ai écrit un mémoire en 2016 sur... je vais retrouver le titre. Les droits culturels et les cultures libres au regard... non, je recommence. Les cultures libres et l'éducation populaire au regard des droits culturels. Donc j'ai confronté un petit peu ces trois notions. Et en fait, depuis 2016, je m'efforce d'appliquer un petit peu tout ça dans ma pratique professionnelle de programmatrice et d'accompagnatrice d'artistes en musique actuelle. Mais du coup, avant de parler de nos pratiques professionnelles, je vais faire ce petit cadrage historique et théorique. Donc, tout d'abord, les droits culturels sont apparus post-Seconde Guerre mondiale, donc dans un contexte historique de recherche de paix mondiale, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans laquelle ont été nommés le droit à l'éducation et le droit de participer à la vie culturelle. Donc c'est la première fois qu'on a ces mots-là qui sont posés dans des textes internationaux. En 1966, les États s'engagent à travers les pactes internationaux des Nations Unies sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels. Donc là, on passe un cap dans l'engagement des États. En 2001, c'est l'UNESCO qui se saisit de ces notions à travers la Déclaration universelle sur la diversité culturelle. Donc là, en 2001, on est encore dans un autre contexte international avec la décolonisation et donc une volonté de reconnaissance des droits des populations opprimées et une volonté de reconnaissance aussi des cultures qui ne sont pas des cultures occidentales et donc de remettre aussi de l'égalité
de renverser cette hiérarchie entre les identités culturelles. L'exemple que le grand public connaît, c'est la notion de patrimoine mondial de l'UNESCO, des festivals au Japon, jusqu'à notre baguette, qui maintenant est patrimoine culturel. Et c'est vrai que les droits culturels traversent en fait tout ça. Toutes ces démarches de l'UNESCO de reconnaître aussi plein de spécificités culturelles différentes. Et ça va de la cuisine au patrimoine architectural, donc c'est très large. Et en 2001, on est aussi dans un contexte de domination américaine dans les industries créatives. Donc à travers cette déclaration, on a une volonté aussi de remettre de la diversité dans la globalisation et dans la mondialisation. En 2005, on a une nouvelle convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, donc toujours via l'UNESCO. Mais c'est vraiment en 2007 qu'on a un texte fondateur qui va arriver avec la déclaration de Fribourg, donc qui pour le coup est un texte qui est issu de chercheurs, chercheuses et juristes qui se sont rassemblés et qui ont travaillé pendant 20 ans justement pour rassembler et expliciter tous ces droits culturels qui ont été cités dans les différents pactes et déclarations que j'ai cités. Et donc on va vraiment détailler tous les droits culturels dans cette déclaration de Fribourg. Donc je vais m'y attarder 2 minutes pour qu'on ait un peu un référentiel commun. Donc ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est tout d'abord l'article 2 qui définit le terme culture. Donc je vais la lire. Donc le terme culture recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement. Donc ce qui est intéressant dans cette définition de la culture, c'est qu'on sort d'une définition vraiment tournée vers les arts, et donc qui est un peu notre définition française de la culture, qui est vraiment tournée vers les arts, vers l'architecture, vers le patrimoine. Là, on ouvre et on se dit, en fait, la culture est partout. Et dans les modes de vie en fait des personnes, donc ça va de la religion à la cuisine, à la musique, enfin voilà, c'est très large. Et cet article 2 déroule aussi les définitions d'identité culturelle et de communauté culturelle qui découlent de cette définition de culture. Donc ça donne un peu une base, un référentiel commun qui dépasse aussi nos visions un peu de professionnalisante, enfin vraiment dans le secteur professionnel de la culture, et on élargit à d'autres champs, notamment sociaux, culturels. Donc ça c'est l'article 2, et ensuite les articles 3 à 8 vont vraiment détailler tous les droits culturels. Je vais vous les citer très rapidement parce que sinon ça va être long. Donc on a l'identité et le patrimoine culturel, la référence à des communautés culturelles, l'accès et la participation à la vie culturelle, l'éducation et la formation, la communication et l'information, et enfin la coopération culturelle. Donc dans tous ces droits culturels, moi ce que je trouve les plus intéressants et ceux sur lesquels on va peut-être s'attarder aujourd'hui, c'est l'accès et la participation à la vie culturelle, donc qui comprend la liberté de s'exprimer en public ou en privé dans la ou les langues de son choix, la liberté d'exercer ses propres pratiques culturelles, la liberté de partager des connaissances, de conduire des recherches, de participer à de la création. Cet article inclut aussi les droits patrimoniaux et moraux liés aux droits d'auteur, notamment. Est-ce que, si je comprends bien, pour ce qui est de la musique, qui est, pour notre vision, comme vous l'avez souligné, un peu franco-française, bien dans une bonne petite boîte à côté du patrimoine et de la peinture, etc., est-ce que cette définition très large du terme culture et droit culturel bouscule un peu la place de la musique? Est-ce que ça veut dire que voilà, on élargit les esthétiques, les pratiques? Est-ce que même la définition même d'un son va être bousculée aussi par cette définition qui peut nous paraître un peu juridique et un peu large? Est-ce que concrètement, est-ce que ça... Je pense que du coup, ça nous oblige aussi à prendre un peu de hauteur et de voir les pratiques
musicale de manière plus large, le chant, les pratiques de chorale, amateur, ce qu'on va pouvoir aussi transmettre dans les familles sur du patrimoine oral, culturel, tout ça en fait rentre dans les pratiques musicales, l'écoute de playlists, de rap, d'électro, le fait d'aller à des concerts, à des rave parties, en fait tout ça peut rentrer dans des pratiques de création ou de consommation ou de consommation musicale. Et c'est vrai que ça élargit, on n'est pas que dans une pratique professionnelle, académique, avec des codes. On peut aussi hybrider, s'inspirer et reconnaître des pratiques qui aujourd'hui, qui ne sont pas forcément reconnues comme des pratiques artistiques. Donc voilà, c'est vrai que ça, dans notre champ, ça nous oblige aussi à un peu d'humilité et de se dire que la musique est en fait partout, comme vous le disiez au début. Très bien. Voilà. Merci. Pardon, je vous laisse. Je termine juste du coup sur un deuxième droit qui me paraît important par rapport à notre thématique, c'est le droit à l'éducation et à la formation. Et ça rejoint aussi les notions d'éducation populaire, c'est-à-dire que le droit à l'éducation se retrouve dans des formes assez institutionnelles, financées par l'argent public, mais peut se retrouver aussi dans des formes d'échange de pair à pair, qu'on va retrouver aussi dans les pratiques numériques, via la pratique du tuto, des vidéos YouTube, où on va pouvoir apprendre tout seul à la maison un instrument ou à utiliser une technologie numérique pour fabriquer de la musique. Donc c'est là où on voit un peu les croisements aussi entre droit culturel et pratiques numériques. Est-ce que je peux faire un petit point sur les pratiques numériques ou juste sur les pratiques numériques? Moi, je cite souvent une auteure qui s'appelle Sylvie Octobre, qui dit qu'on est passé d'un régime multimédiatique à un régime techno-culturel, où en fait les technologies font qu'on a une augmentation de l'accès au contenu, une augmentation aussi des modes de consommation qui peuvent être multiples, qui sont fractionnés dans le temps, qui sont sur des temps plus courts. Et on a aussi une redéfinition de l'amateurisme culturel, où justement, comme je disais, on a une augmentation des possibilités d'action, de création via tout ce qui est accessible aujourd'hui via les technologies numériques. Et après, le reste, j'en ai parlé. Donc sur ces croisements entre droit culturel et pratiques numériques qui viennent en fait re-questionner un peu la place des structures d'enseignement, des structures d'accompagnement dans ce régime numérique, dans ce régime techno-culturel, comme le dit Sylvie Octobre. Alors là, on a un cadre juridique merveilleux. On est un peu au pays des faits. Mais dans la réalité, on sait qu'on a, par exemple, une fracture numérique qui est toujours importante. On estime à 17% de la population française qui a soit un mauvais accès au numérique, donc n'a pas forcément les outils, ou ne se sent pas légitime ou formé à ça, ou curieux, ne serait-ce que d'aller sur Internet pour chercher de l'information, ou vraiment qui est complètement réfractaire à tout ça. Et c'est là où le professeur de musique, qui lui a tout un historique derrière lui, est bousculé aussi par ces questions-là. Et on a l'impression, alors quand on a discuté, donc cette fois-ci, Amandine, c'est à vous, quand on a discuté pour passer cette table ronde, je ne dirais pas que vous étiez la plus pessimiste de la bande, mais vous m'avez dit, en fait, on a 20 ans de retard, ça fait 10 ans qu'on tourne autour du pot. Je pense que, vous allez me dire pourquoi aussi un peu ce pessimisme, et est-ce qu'on peut voir une lueur d'espoir? Est-ce qu'à un moment, on va finir par s'habituer à intégrer tous ces outils? Alors, vous êtes au cœur de cette question, puisque vous donnez des formations, notamment sur ces outils numériques, à des professeurs qui ont historiquement été sur des instruments en plus acoustiques pendant très longtemps, qui ont un jour découvert une prise électrique dans leur conservatoire. Et là, est-ce que ce bouleversement a été intégré? C'est pas sûr. Et vous leur dites d'utiliser leur smartphone. Vous exagérez. Oui, j'exagère, mais est-ce que j'exagère sur le numérique ou sur la question pédagogique? C'est un peu mon propos personnel.
Effectivement, j'ai une vision un petit peu... Alors, ce que je vais partager ici, ce n'est que mon expérience. Évidemment, j'y glisse une opinion personnelle, mais voilà, je ne prétends pas détenir une vérité ni de faire un portrait complètement objectif de la situation. Hein. Donc, s'il est pessimiste, voilà. Non, on va trouver de l'espoir. On va chercher ensemble. Non, mais il y en a toujours de l'espoir, mais c'est vrai que le numérique, pour moi, vient vraiment questionner de façon très forte le système de l'enseignement musical en France. Et c'est vraiment francophone. Et il y a beaucoup de choses qui sont venues le questionner avant le numérique, mais le numérique, ça a vraiment, avec la Covid notamment, ça a vraiment heurté de plein fouet les équipes, on va dire les habitudes aussi de travail. Et c'est vrai qu'on a facilement, je pense qu'on a facilement 20 ans de retard. Alors, je vais juste une petite parenthèse. Oui. On a édité avec la lettre du musicien un guide numérique des établissements et à cette occasion, on a lancé un petit sondage auprès d'un groupe Facebook qui s'est monté pendant la Covid, qui est l'enseignement artistique à distance. Donc là, dès que la Covid, dès que les confinements ont été mis en place, les professeurs se sont regroupés sur ce groupe pour pouvoir échanger des outils et on a utilisé, maintenant que ce groupe n'est plus directement opérationnel, on a utilisé ce groupe Facebook pour les questionner sur le numérique. Eh ben, 55% des sondés se déclarent plutôt contre l'enseignement artistique à distance. Et 42% nuancent leur réponse en expliquant que cela dépend de son usage. Est-ce que c'est aider un enfant qui est malade, qui va pouvoir rattraper son cours, etc., etc. Donc voilà, je pose un peu ce chiffre. Oui, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a une confusion, c'est une confusion que je rencontre auprès des personnes, des équipes des conservatoires auprès desquelles j'interviens. Avec la Covid, il y a eu l'association enseignement à distance égale numérique, numérique égale enseignement à distance. C'est faux, c'est complètement faux. Le numérique, c'est bien plus vaste que ça. Et moi, je prône, c'est pas vraiment le mot, mais j'incite, ou en tout cas, je vais questionner la pédagogie, l'approche pédagogique par l'utilisation des outils numériques, mais en cours au sein de l'établissement, pas forcément pour extérioriser l'apprentissage. En cours auprès des enseignants, auprès des élèves, et aussi pour que les élèves puissent être responsables de leur apprentissage en utilisant ces outils-là chez eux. Alors évidemment, il y a la fracture numérique, tout le monde n'a pas le même accès aux outils, à une connexion Internet, etc. Donc ça, c'est un questionnement. Donc c'est pour ça que moi, je repose toujours ça sur la question pédagogique, parce qu'on peut faire des choses avec et sans le numérique. Tout dépend de son de son axe pédagogique, en fait. Et moi, c'est vraiment ça qui me questionne. Donc c'est pour ça, le numérique, oui, j'en parle beaucoup dans mes formations. Donc moi, je forme aux outils libres et gratuits, justement dans cette optique de démocratiser les accès, aussi bien pour les enseignants qui ne sont pas toujours accompagnés dans l'achat de logiciels, etc. Oui. Et qu'il puisse y avoir cette interaction donc, au sein des équipes qui travaillent tous sur les mêmes logiciels et avec les élèves qui, eux, justement, essaient de démocratiser cet accès. Alors évidemment, il y a l'accès matériel sur avoir un ordinateur, une tablette, oui. Un smartphone, ça c'est autre chose. Et puis la question des âges aussi, on s'aperçoit que les écrans, c'est peut-être pas si bon que ça auprès des enfants. Donc ça, ce sont des choses aussi qu'il faut prendre en compte. Oui, donc, ensemble, on a évoqué la fracture d'âge. Je dis, bon, est-ce que finalement... ceux qui ont une vingtaine d'années, ils n'ont aucun problème avec le numérique et se sont mélanger, j'allais dire, le pro et le perso sur le téléphone leur paraît beaucoup plus naturel peut-être qu'à un professeur qui aimerait que les notifications de ses élèves ne soient pas mélangées avec les coups de fil à ses propres enfants. Et vous m'avez dit, mais moi j'ai un étudiant en pôle sup de 20 ans qui m'a dit je suis trop vieux pour me mettre au logiciel. Oui. Donc... oui. Il y a une disparité aussi dans l'enseignement initial par rapport au numérique, entre les pôles sup, les CFLM, etc., suivant les régions. Okay. Il y a des appétences pour certaines matières, on va dire. Et je sais que CFLM Maurras, il y a vraiment une appétence pour le numérique. C'est une question qui travaille depuis longtemps avec Sandrine Desmures, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais avec laquelle je suis beaucoup en contact aussi. On débriefe pas mal sur ces questions-là. Et dans d'autres régions, c'est quelque chose qui est laissé un peu de côté et on se concentre plus sur l'enseignement de l'instrument, du répertoire, de la pédagogie, mais bon, je vais le dire, d'une pédagogie un petit peu poussiéreuse à mon sens. Voilà, donc
Donc il y a des grosses disparités dans l'enseignement initial. Enfin, et le numérique le révèle, ou le numérique serait l'occasion de questionner la pédagogie et on ne s'empare pas de ça. On ne le prend pas comme un tremplin. Mais en fait, ça a été effectivement l'occasion de questionner la pédagogie pour des enseignants qui étaient prêts à ça. En fait, il y a eu, moi je suis partie faire des formations juste après la Covid, et donc j'étais confrontée vraiment à la réaction. Voilà, on revient dans les salles de cours, on a tout un protocole, mais on revient quand même au face à face. Comment on se sent? Alors beaucoup se sentaient soulagés. Et certains, justement, avaient profité, en quelque sorte, de leurs expériences du cours à distance, du partage de contenu, etc., pour remettre en question leur pédagogie et, du coup, même leur pédagogie en face à face. Ça a permis de faire un détour d'une prise de recul, une prise de hauteur par rapport à ça. Et beaucoup se sont complètement fermés, en fait, en prenant le raccourci numérique égale enseignement à distance, égale on met une croix dessus, parce que pour des raisons techniques, pour des excuses techniques, je dirais presque qualité du son, etc. Oui. Alors certes, il y a beaucoup de choses techniques à mettre en place, et c'est pas à la portée de tous les enseignants. Il faut être accompagné, et c'est là qu'intervient la structure aussi. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la structure? Parce que moi, je passe dans toutes sortes d'écoles de musique associatives au grand CRR, et dans l'un comme dans l'autre, des fois même les écoles de musique associatives sont mieux équipées. Dans les CRR, par exemple, il n'y a pas d'accès Wi-Fi. Dans certains CRR, il n'y a pas d'accès Wi-Fi. Alors bon, les ondes, etc., on peut discuter de ça, mais il n'y a même pas d'Ethernet, quelquefois. Donc ça, c'est vraiment problématique. Et quand je dis on a 20 ans de retard, c'est parce que on est passé par le Wi-Fi, on en revient, et en fait, les établissements, en grande partie, n'y sont toujours pas. Gabrielle, je vais vous donner mon micro pour que vous puissiez échanger ensemble, parce qu'on a parlé CFEDEM, ça c'est vous avez aussi cette carte-là dans votre jeu, et est-ce que vous êtes d'accord sur le constat? Je vais vous donner un peu d'espoir. Déjà, le CFEDEM est bien autour de la table, un petit bout du CFEDEM, il n'y a aucun souci. Du coup, j'ai été invité par Sandrine, je ne savais pas que ça se disait des murs. Je disais des murs, mais voilà, qui est référente du pôle numérique du CFNM Auvergne-Rhône-Alpes. Et moi, j'interviens dans la formation professionnelle continue sur des stages sur le numérique. Et aussi, je participe aux réflexions sur le numérique. Et moi, je pars un peu avec une casquette d'enseignant, déjà. Et je suis chargé d'accompagnement dans une SMAC aussi, d'artiste électronique aussi, de musique électronique. Et peut-être ma dernière casquette, c'est que j'ai fait un master recherche en sociologie de la musique sur l'apprentissage à l'ère du numérique. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, c'était en fait, quand il y a eu Covid, c'était un énorme choc. J'ai fait des cauchemars la première nuit, incroyable. Et le lendemain, je me suis dit, vas-y, en fait, on va réinventer l'enseignement artistique à distance. Et du coup, en fait, dès la semaine d'après, on a lancé un Discord sans demander l'autorisation, parce que sinon, on l'aurait jamais eu. Et en fait, on a mobilisé tous les élèves et plein de gens. Et moi, la première chose que je me suis dit, c'est que déjà, j'avais tous mes amis professionnels qui étaient au chômage, artistes, techniciens. Et du coup, on avait décidé avec l'équipe enseignante d'inviter 2 artistes techniciens à rencontrer les élèves à distance. Donc, pendant 2 mois, les élèves pouvaient déjà rencontrer des professionnels, ce qu'on ne fait jamais d'habitude. Ce qui est assez incroyable, quoi. Ça a permis plein de choses. On a pu réinventer une manière de faire les cours avec les élèves. Et effectivement, ça a donné beaucoup d'opportunités de tester. Surtout que moi, vu que j'ai la casquette musique électronique, je coordonne un département de musique actuelle, mais j'enseigne vraiment les musiques électroniques. Il y a un super studio. J'ai vraiment de la chance où je suis. Et du coup, j'ai pu vraiment m'amuser à tester plein de choses et effectivement réinvestir en cours et en avoir peut-être un peu moins honte. Parce qu'avant, c'était un peu assez bizarre. Tu mets une vidéo YouTube en cours pour faire montrer un truc. Et maintenant, c'est complètement assumé. Il y a même un élève qui a ramené un vidéoprojecteur. Moi, j'ai plein d'ordi. Et même mes cours de formation musicale, j'ai un clavier MIDI où on voit à la fois les partitions et le clavier dessus. Donc, c'est vrai que ça a pu être un super espace pour les gens qui ont eu envie de tester. Donc, ça, c'est le deuxième point d'espoir. C'est qu'il y a quand même des jeunes enseignants motivés, fans du numérique, qui sont contents et qui testent des choses. Si tu permets, c'est vraiment ce que je remarque, en fait. C'est qu'il y a effectivement beaucoup de belles initiatives, mais beaucoup par des gens qui sont un petit peu à la marge, soit qui viennent d'autres esthétiques que l'esthétique classique, soit qui ont, on pourra en parler, mais qui
qui ont un apprentissage en autodidacte et qui du coup arrivent dans un cursus mais qui n'ont pas forcément suivi le cursus. Voilà. On était en école de musique ou en conservatoire, on a passé tous ces examens, ensuite on a fait un CFEDEM et ensuite voilà. Donc effectivement, il y a beaucoup de belles initiatives, ça la tienne est très belle et j'en ai entendu d'autres aussi. Mais moi ce que je questionne en fait c'est le système. Voilà. Je vais te donner la parole à Marc parce que je rebondis sur le fait que là, dans les initiatives dont on a parlé, il y a ce mélange entre le jeune qui apprend la musique et le jeune qui va devenir professionnel et le professionnel qui interagit. Et ça, j'ai l'impression que vous, à Bordeaux, enfin Talence, c'est ça, près de Bordeaux, à Rock et Chanson, qui est une association et une SMAC. C'est ça, une association, une SMAC avec... une SMAC, c'est une scène de musique actuelle, donc logiquement, c'est plutôt la partie diffusion, concert, accompagnement. Il se trouve que nous, on a aussi un studio d'enregistrement, des studios de répète et une école de musique actuelle. Et donc là, le numérique, il a permis un peu de casser cette frontière entre l'élève, le professionnel, ou plutôt lisser le passage de l'un à l'autre. Vous l'utilisez un peu comme ça ? On l'utilise depuis longtemps, je dirais pas que pour le jeune. Je suis sorti mercredi d'une réunion sur l'adolescent, donc j'ai entendu le jeune toute la journée. Nous, nos élèves ont entre 4 ans et bien plus de 70. Ouais. La seule priorité, c'est la première personne qui arrive, la première à s'inscrire. Et on utilise le numérique depuis des années. On s'est rendu compte, moi je suis arrivé à Rock et Chanson, ça va bientôt faire 15 ans, que certains profs avaient une pratique du numérique. Et j'allais revenir sur les formations numériques, souvent en autodidacte. Moi, j'ai appris à me servir comme beaucoup de choses d'ailleurs dans ma vie, mais en autodidacte, souvent avec des tutos YouTube. Mais on arrive à trouver toutes les solutions avec Internet maintenant. C'est juste de trouver où les chercher. Mais donc c'était vraiment ça. Et comme on s'est rendu compte que certains profs avaient des ordi et qui s'en servaient, en fait, les profs et les élèves n'avaient pas la même équité. Donc on a décidé, il y a plus de 12 ans, d'équiper toute l'équipe. Il se trouve qu'à Rock et Chanson, on a un peu moins de 300 élèves pour 8 pédagogues. C'est plus facile d'équiper 8 pédagogues que 70 dans un conservatoire. Mais on a décidé d'équiper tout le monde avec le même matériel et de former les gens à ça. Alors, je pense par exemple à un enseignant à qui j'ai dû apprendre comment laisser appuyer sur la souris pour déplacer un fichier dans un dossier. C'est-à-dire qu'on ne partait pas tous du même niveau d'utilisation du numérique qui aujourd'hui écrit toutes ses partitions sur des logiciels d'édition MIDI, enregistre des choses tout seul en multipiste. C'est des choses, de toute façon, le numérique fait partie de la création en musique actuelle depuis les années 80, voire avant. C'est-à-dire quand on veut enregistrer de la musique, tous les créateurs ont appris en autodidacte des formations. Il y en a maintenant qui se font avec l'AFDAS sur le numérique, mais l'essentiel des créateurs qui ont eu besoin de faire de la musique électronique ou même du rock, du jazz, de la bossa ou de la musique acoustique en s'enregistrant ont appris à le faire tout seul. Mais donc voilà, l'idée d'avoir ces ordinateurs a permis d'amener des choses. Alors, moi, numérique, je pense aussi au fait que le numérique n'a pas forcément un écran. Souvent, on parle de... Donc, tu as différencié le numérique et les cours en visio. Mais j'ai eu beaucoup ça quand on est sorti ça avec des profs qui avaient des poils comme ça dès qu'on parlait de visio. Mais je les ai ramenés à ce que ça nous a amené comme expérimentation. Mais le numérique, c'est pas forcément des écrans. Nous, on a créé, par exemple, un outil numérique sur une question qu'on avait il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on ne sait pas les faire. On ne pensait pas numérique, on voulait faire de l'éveil musical pour enfants sur toutes les esthétiques musique actuelles, c'est-à-dire beaucoup d'esthétiques, autant rap, reggae, rock, metal, jazz, et toutes ces choses-là, électro, en se disant comment on peut faire ça avec des enfants de 4 ans. On ne voulait pas faire de l'éveil musical qui soit que de la percussion et que du chant. C'est très bien, on le fait aussi, mais de pouvoir amener d'autres choses sur toutes ces esthétiques. En termes de texture sonore, de tout ça. Donc on s'est dit que le numérique allait être un bel outil pour ça. Donc on a créé un outil qui s'appelle les boîtes électriques, qui est un outil de sensibilisation musicale qu'on utilise dans nos cours d'éveil depuis des années. Alors juste, j'ai pris une boîte. J'ai pas pris tout le module, mais c'était pour montrer que oui, c'est pas un iPad. Ça, c'est l'utilisation du numérique chez nous. Donc, c'est juste un contrôleur MIDI. Et derrière, il y a un écran qui permet au prof de suivre ce qui se passe, mais dont il pourrait se passer une fois qu'il a lancé la séquence musicale, qui permet de travailler sur du multipiste avec des élèves. Donc, c'est des déclencheurs MIDI. Aujourd'hui, il y a plein de contrôleurs MIDI. On parlait de clavier, de MPC, de plein de choses, de sampleurs, qui n'ont pas forcément des écrans d'ordinateur, ou en tout cas, les élèves ne sont pas obligés d'être face aux écrans. Donc le numérique peut même se passer de l'écran, puisqu'on parle souvent de ce problème avec les enfants en tout cas, mais je pense avec les adultes aussi, la déconnexion de l'écran lui-même et puis les problèmes de vue. Il y a eu récemment une étude, je crois que c'est en Suède ou en Norvège, vous me permettrez, où le gouvernement a réalisé que le pays avait régressé dans la liste européenne des niveaux d'éducation, des meilleurs pays pour l'éducation des enfants, et
Voilà, PISA, exactement. Et ils s'étaient rendus compte, c'est parce qu'ils avaient tellement développé le numérique chez les petits que finalement, ça avait freiné l'apprentissage, qu'il fallait qu'il fasse marche arrière sur la présence d'écran. Donc là, on ne parle pas d'éducation musicale, d'éducation générale. Et finalement, les professeurs ont dit, c'est pas que ça, c'est aussi parce que des professeurs ne sachant pas l'utiliser juste au moment où c'était vraiment pertinent, avaient tendance à l'utiliser trop ou mal, ou n'étaient pas forcément bien formés. Mais c'est intéressant de voir qu'ils aient blâmé et déjà qu'ils revenaient en arrière, là où nous, on n'est peut-être même pas là. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a un curseur à placer. Ouais, c'était aussi pour dire justement que le numérique, c'est pas forcément une présence d'écran en continu, qu'il y a plein d'autres choses à imaginer. Et je voulais rebondir sur le côté dépoussiérer les pédagogies avec le numérique. Moi, je vois des pédagogues qui utilisent le numérique tous les jours, qui sont très poussiéreux dans leur façon d'utiliser la pédagogie, qui font la même chose que ce qu'ils faisaient sur papier en FM, par exemple. Mais avec des ordinateurs. Donc ça ne dépoussière pas forcément. C'est un outil, le numérique. Donc ça peut être, quand on est sur de la musique assistée par ordinateur, on est sur un outil de création. Donc nous, on a des cours de MAO à Rock et Chanson, donc on est vraiment là sur utiliser l'outil numérique. Et à d'autres endroits, c'est juste un apport. Dans d'autres endroits, on parlait beaucoup de ce lien Covid, qui était un endroit de souffrance pour beaucoup de pédagogues. Moi, c'était un endroit de bonheur. J'ai jamais eu autant de discussions pédagogiques avec mon équipe que pendant cette période-là. On en a régulièrement, mais de se dire, OK, là, on a des contraintes, comment on fait ? La contrainte créative dans les musiques actuelles, on a l'habitude, et dans la loi du marché, et dans les outils technologiques, et dans plein d'autres endroits. Et ça a été vraiment ça, de se dire, aujourd'hui, comment on trouve des solutions. Pour dire vrai, pour donner un exemple, par exemple, quand on a lancé une chorale à Rock et Chanson, est arrivé quelques mois après le fait de ne pas avoir le droit de se réunir tous dans la même pièce. Bon, comment on vient juste de lancer une chorale, c'est super, ils sont 30. Comment on fait ça, quoi ? Moi, j'ai juste dit à ma prof, il est hors de question qu'on annule tout avant que tu aies essayé quelque chose. Donc je vais essayer de t'accompagner, on va essayer des choses, et si dans 2-3 cours on se rend compte que ça ne sert à rien, on rembourse tout le monde, il n'y a pas de souci, on s'en fiche. Par contre, on ne baisse pas les bras avant d'avoir essayé quelque chose. Et du coup, on a travaillé avec... on a pris Zoom, nous, sur des salles isolées pour travailler, par exemple, les échauffements vocaux par voix. Ça permettait aussi aux gens de sortir de l'isolement dans cette période-là, d'avoir encore une activité. Et puis, on a travaillé avec des logiciels, alors, en l'occurrence pas libres, mais qu'on a réussi à utiliser de façon gratuite pour les élèves et pour nous, qui est Soundtrap, qui est un logiciel d'enregistrement à distance. Donc c'est un enregistrement multipiste où chacun enregistre sa voix, mais l'enregistre, fait enregistrer, et la personne qui est ailleurs le voit immédiatement. Donc chacun a pu travailler là-dessus. Arrivé en fin d'année, j'ai eu un vrai questionnement de mon enseignante qui m'a dit « J'ai l'impression que ça a servi à rien, j'ai perdu du temps ». Et je lui ai dit « Super, on a enfin le droit de se voir, donc on va juste se poser la question, est-ce que les élèves sont au même endroit maintenant qu'en début d'année ?» En termes de compétences, vraiment. Il se trouve qu'on a eu droit à un cours en fin d'année en vrai, donc on l'a fait dans le parc, pour qu'on a la chance d'avoir un parc, et enregistrer les élèves sur un morceau des Beatles. Il se trouve qu'ils ont chanté, et on s'est regardé avec la prof tout de suite, ils ont chanté juste immédiatement. C'était la première fois qu'ils se voyaient en vrai depuis octobre, et on était en juin. Et en fait, ce travail-là a amené une autre façon de travailler. On a perdu les gens les moins autonomes. Donc la fracture numérique, elle est là. Elle n'est pas que sur le matériel, elle est sur les compétences et le fait de l'appétence et le fait d'y aller, de ne pas avoir peur. On a essayé de les... En tout cas, et je pense dans cette chorale, j'ai des gens qui ont plus de 60 ans et qui étaient encore là avec le numérique, qui se sont mis à Soundtrap. Alors ça a été plus long pour certains que d'autres, pas toujours les plus anciens. Mais du coup, on s'est vraiment posé la question de est-ce qu'on est au même endroit au début et à la fin ? Est-ce qu'on a juste animé des temps pour que les gens se revoient ? Ce qui est aussi un enjeu pour nous, de socialisation, de voir les autres, on devient de l'éducation populaire aussi. Mais en termes de compétences, la compétence n'est pas du tout la même en début et en fin d'année. C'est-à-dire que les outils qu'on a mis en place étaient contraints, mais on a réussi à amener quelque chose. Alors, l'idée, c'est certainement pas, et on l'a répété tout à l'heure, de changer nos écoles pour en faire des lieux tout numérique, c'est-à-dire, tout visio, sans le contact humain. On est là pour le contact humain. Le contact humain en visio, j'en ai eu plein avec mes élèves. On a pu faire plein de choses, échanger sur plein de trucs. Donc j'ai des élèves, nous, notre pédagogie, elle est liée au jeu en groupe. C'est-à-dire les gens se retrouvent pour monter des morceaux, faire des concerts tous les ans. On a fait beaucoup d'écoles, on a monté des concerts où chacun s'enregistre chez lui. Puis après, comme on a un studio d'enregistrement, on a fait la même chose en studio, les uns après les autres. Donc un truc qu'on n'avait pas eu pris le temps de faire. Tous nos élèves sont passés dans un studio professionnel. Et on a trouvé des moyens de penser ça avec eux. Donc on a fait 3 concerts en visio, enfin 3 concerts que j'ai montés. Donc j'ai appris à me servir des logiciels de montage au moment où j'ai eu besoin d'apprendre à m'en servir. Et on les diffusait sur YouTube, une plateforme un peu connue avec laquelle on travaille tous parce qu'elle est présente partout. Juste parce qu'il y avait un espace de discussion sur le côté qui permettait aux élèves de garder ce lien de discussion, de rigolade entre eux, de se chambrer, de garder ce lien
et plutôt que juste leur envoyer la vidéo pour qu'ils gardent. Donc c'est toujours la question de le numérique, pourquoi ? Pour revenir juste sur ce truc-là, c'est à quel moment on utilise le numérique, c'est en se disant il y a un outil qu'on n'a pas, ou comment on peut le faire autrement, et là le numérique est une réponse, mais pas du numérique pour du numérique. Alors, je vais vous prendre le micro et le confier à Agnès Clément, qui va pouvoir se défendre, puisqu'on a quand même critiqué les professeurs de FM, il va falloir poussiéreux, et surtout... Ce qu'il y avait de très beau dans les échanges qu'on a eus ensemble, c'est, vous m'avez dit vraiment une phrase très simple qui m'a beaucoup touchée. Il a dit, de votre point de vue, vous allez expliquer lequel. Elle dit, l'usage du numérique a sauvé la vie de centaines d'élèves. Alors, c'est la vie musicale, qu'on s'entende. C'est vrai que j'ai une double casquette, celle de professeur de formation musicale, actuellement au CRR de Clermont-Ferrand. Et puis, je travaille aussi pour l'association MESH, Musique et Situation de Handicap. Et du coup, c'est une association qui a une trentaine d'années, qui essaye de faire en sorte que l'accessibilité à l'enseignement artistique des personnes en situation de handicap soit une réalité, pour répondre à la loi de 2005 sur l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. J'ai fini ma phrase. Donc, MESH œuvre à ça, et alors il y a bien sûr des formations, et c'est des formations thématiques sur la formation adaptée pour les élèves en situation de handicap, mais ça peut être aussi sur les troubles du spectre de l'autisme et comment est-ce qu'on peut les amener à faire de la musique, ou les troubles plus cachés qui sont les troubles 10 maintenant, les troubles des apprentissages. Et nous, en école de musique, on en a plein des troubles des apprentissages qu'on découvre. Pardon, est-ce que j'ai tort en disant que finalement l'outil numérique est un peu pionnier pour ce qui est d'aider les personnes en situation de handicap à accéder à la musique? Il y avait des outils qui ont été créés dans ce but-là, oui, bien avant qu'on ait la Covid et d'autres et des problématiques. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'outils numériques, et c'est pas forcément, et c'est exactement ça qu'utilisent les personnes en situation de handicap quand on a des connecteurs ou des choses comme ça pour pallier au handicap, bien sûr. Ce qui a été une nouveauté, c'est en tant que professeur de formation musicale, c'est que le confinement nous a amené à réinterroger effectivement la pratique de notre pédagogie. Et pour réinterroger ça, en fait, on a découvert j'ai découvert avec beaucoup de bonheur, parce qu'effectivement, c'est pas forcément partagé par tout le monde, la possibilité de... Alors, il y avait déjà une dizaine d'années, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez peut-être tous fait un MOOC une fois dans votre vie, c'est des plateformes d'apprentissage en ligne. Eh bien, c'est souvent hébergé par des Moodle qui sont libres de droit, et je suis comme Madame Fressier, j'essaye d'utiliser au maximum les outils numériques libres de droit, ne serait-ce que parce que ça permet aux élèves de pouvoir y accéder sans coût et de ne pas accentuer cette fracture numérique. Et il y avait déjà un Moodle qui était mis en place dans notre école de musique dans le Val d'Oise, mais il servait un petit peu comme ce qu'on utilise actuellement, comme des Padlet. C'était un centre ressources, on déposait des audios, on déposait des vidéos, on déposait des partitions. Mais là, on est allé plus loin avec ce Moodle, c'est-à-dire qu'avec quelques collègues, on s'est interrogé à savoir comment est-ce qu'on pouvait permettre aux élèves de pouvoir accéder à une continuité pédagogique quand on n'était pas là. Et du coup, Moodle a permis de répondre à ça. Il y a des exerciceurs qui sont intégrés dans Moodle, qui s'appellent des H5P, c'est un truc barbare, qui permettent vraiment des choses. Peut-être que pendant le confinement, vous avez utilisé des Learning Apps. C'est un peu la même chose, mais sauf que H5P, c'est aussi libre de droit. Et donc, ça permet des quiz, ça permet ce genre de choses. Et ça permet aux élèves de pouvoir garder une trace du cours, pouvoir y revenir à leur rythme et pouvoir s'entraîner comme ils le veulent. Et en fait, ça répond aux 4 piliers de l'apprentissage que nous prônent les neurosciences, qui sont en fait l'attention. Et ça répond très précisément aux élèves qui ont des difficultés dans les fonctions exécutives. Ça leur permet de revenir à leur rythme à un certain nombre de choses qu'ils ont vues pendant les cours. Ça permet de répondre au problème de la motivation et de donner du sens, finalement, à ce que c'est que l'enseignement musical, en tant que professeur de formation musicale. Donner du sens, c'est... Non poussiéreuse, on dépoussière, parce que quand un élève dit « mais moi, on me dit et tu n'as pas assez travaillé l'exercice 2 de la page 25 »,
ça n'a pas de sens parce que c'est pas du musical, c'est un papier, c'est la culture de l'écrit et n'importe quel élève et la personne en situation de handicap avec des problèmes de fonction exécutive a encore plus de difficultés vis-à-vis de ça. Et c'est un cercle vicieux. Il se trouve en difficulté, il se trouve en échec. Et du coup, il perd le sens, il perd la motivation. Donc ça, c'est le deuxième pilier de l'apprentissage. Le troisième pilier, je vais passer au quatrième parce que le troisième pilier, c'est le feedback immédiat. Et ça, tous les exerciceurs le font. C'est-à-dire que tout de suite, l'élève, s'il sait s'il s'est trompé ou pas, il n'a pas à attendre une semaine que son prof lui dise « non, mais ce rythme-là, tu l'as engrangé, mais tu l'as engrangé de travers et c'est pas possible. » Donc, il y a tout de suite un retour et ça c'est quand même fabuleux pour les élèves. Et puis, le dernier pilier de l'apprentissage, c'est simplement la consolidation. Et on sait bien qu'il y a des courbes pour consolider la mémoire et que si l'élève a à sa disposition des outils pour régulièrement, tout de suite après le cours, pouvoir en prendre connaissance, ça réactive sa mémoire et c'est tout bénéfice. Donc, ce qui a été découvert pour tous les élèves sert aussi pour les élèves en situation de handicap. En fait, c'est l'accessibilité par les adaptations et il me manque un mot, mais je me suis levée trop tôt ce matin. C'est pas grave, ça me reviendra. Il y a quelque chose qui revient souvent dans ce que vous dites les uns les autres, c'est la notion d'autonomie. Alors évidemment, pour le handicap, ça paraît évident, mais même dans l'apprentissage, à quel moment l'outil peut devenir un objet d'autonomie. Et j'ai envie presque de l'opposer à la question du lien, de la pratique collective. Comment on articule ça ? Est-ce que l'outil numérique, avec cette idée effectivement aussi que on s'enregistre tout seul, on va proposer au groupe, est-ce qu'il y a une problématique un peu de gestion du temps, de tout est un peu minuté, carré, il y a une compétence aussi, une concurrence aussi avec les autres. Enfin, cet outil numérique appuie aussi un peu, enfin, on le ressent tous, nous, dans nos pratiques professionnelles. On sait que, voilà, on a 10 000 mails de plus qu'avant, ou peut-être il y a 20 ans. L'outil numérique amène une certaine pression d'efficacité, il me semble, ou peut-être vous allez me dire le contraire. Donc, comment vous sentez cette orientation entre l'autonomie de l'utilisateur, cet outil qui a des opportunités, mais aussi qui amène une certaine pression ? Comment... Dans vos expériences. Juste pour répondre, c'est un peu comme sur YouTube. Nous, les Moodle, ils ont un chat. Et les élèves peuvent l'utiliser et ils se sentent moins esselés. Et ils peuvent communiquer avec moi, ils peuvent communiquer avec leur père. Par groupe, ils sont par groupe classe. Et comme ça, ils peuvent échanger. Un peu comme sur les commentaires qu'on met sur les Padlets. On m'a tendu un micro. Sur la question, alors la concurrence, je suis pas trop sur la concurrence, moi, dans l'apprentissage, mais ça peut être une source de motivation. Mais quand je travaille avec des enfants, par exemple, on est vraiment sur ce que je disais tout à l'heure, sur du numérique où on n'est pas dans l'isolement. L'idée, c'est d'être là-dedans. Mais il peut y avoir ces choses-là. Il y a des gens qui sont plus autonomes, qui ont réussi à travailler ça. Nous, ça fait partie des enjeux qu'on travaille dans notre pédagogie, de se dire qu'on va aider les gens à s'émanciper, c'est-à-dire à être eux-mêmes. Et ça, on est vraiment dans les droits culturels, dans leurs envies à eux, et à sortir de l'isolement rapidement, même s'ils sont sur le numérique. Pour revenir sur YouTube, par exemple, c'est une plateforme qu'utilisent tous nos élèves, n'importe quel âge, à partir de peut-être 11 ans. Ils ont tous des smartphones, etc. Parenthèse, parce qu'il y a un sujet qu'on ne va pas forcément aborder, sauf si vraiment ça vous paraît. C'est toute la question des RGPD. Voilà, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce. On va le faire sortir, mais si vous voulez, on y reviendra sur la protection des données. Tous ces outils posent cette question. À chaque fois qu'on dit YouTube, voilà, il y a un petit warning dans ma tête. Donc, on y reviendra éventuellement, mais il est là, l'éléphant. Je ne l'oublie pas. Reprenons. Oui, c'est juste pour dire que nous, dans l'idée aussi de pratique de droit culturel des élèves, moi, la première question que je pose à un élève, c'est pourquoi tu viens faire de la guitare ? Qu'est-ce que tu as envie de jouer ? Quel est le répertoire que tu as envie de faire ? Qu'est-ce que tu écoutes ? Ramène-moi une liste de morceaux que tu écoutes. Et ça, ils me le font sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, dans une pratique qui est en fait en autonomie. C'est-à-dire qu'ils sont seuls à écouter de la musique. Des fois, ça les amène aussi à se questionner sur ce qu'ils écoutent, pour les plus jeunes, qui n'ont pas la moindre idée du nom des groupes qu'ils écoutent. Donc ça amène tout ce questionnement-là, de sortir un peu de cette pratique individuelle, de le partager avec moi, d'être sur ce partage-là. Et moi, de me dire, on va travailler ce que tu as envie de travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as envie de faire du punk, je ne vais pas passer des heures à faire de la théorie
pour que tu puisses jouer du punk, on va travailler du punk. Par contre, quelqu'un qui a envie de faire du jazz, qui a envie de faire autre chose, on va le faire dans un ordre qui correspond aux demandes de l'élève. On est vraiment dans ces choses-là et qui s'adaptent à ça, de prendre un peu sa pratique individuelle et puis nous, de réussir à l'aider, puisqu'aujourd'hui, personne n'a pas de pratique à côté de ce qu'ils font avec nous en cours. C'est-à-dire que les élèves ont des logiciels qu'on peut leur apporter, mais de toute façon, moi, sur la pratique de l'instrument, dès que je montre quelque chose, il y a un tuto derrière qui permet de montrer le même morceau autrement. Et on va s'interroger ensemble. Soit je dis non, c'est moi qui ai raison et ne regarde pas le tuto. Soit je me saisis de ça pour lui donner les moyens d'être autonome à la maison, tout seul, de pouvoir trouver des solutions. Et puis moi, le but, c'est pas de garder un élève toute sa vie, c'est de lui donner des clés pour qu'il puisse être autonome sans moi. Donc les tutos sont aussi une clé. Il y a aussi une certaine humilité dans la démarche d'autonomie de l'élève et dans les outils que vous utilisez, la manière avec laquelle vous les utilisez. Bien sûr. Est-ce que je vous voyais au pied du chef exactement? Oui, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont fait acquiescer. C'est vrai que tout à l'heure, ce que vous avez dit, c'était vous avez opposé autonomie, responsabilité et pratique collective. Et pour moi, il n'y a pas du tout c'est ce que j'ai compris en tout cas, mais il n'y a pas du tout d'opposition. Pour travailler on peut travailler sa pratique collective de façon autonome. Ça ne veut pas dire s'isoler, ça veut dire qu'on est responsable de son travail, de son apprentissage, et ensuite on va vers une pratique collective. Mais en tout cas, il y a des choses qu'on a soi-même à assimiler pour pouvoir aller dans une pratique collective. Et c'est vrai que la question de l'autonomie, pour moi, est centrale. Le numérique peut la révéler, mais elle est centrale dans les apprentissages. Et les textes, en tout cas l'ancien SNOP, je ne sais pas, le nouveau, il n'est peut-être pas encore sorti, mais voilà. C'est pareil, c'est un autre éléphant. On va le... Voilà. Mais en tout cas, il y avait cette idée d'autonomie de l'élève, de centrer sur le projet de l'élève, etc. Chose que je n'observe pas dans les établissements d'enseignement artistique. Il y a cette volonté, c'est écrit, mais dans la pratique, comment c'est mis en œuvre, je questionne encore un petit peu sur cette mise en œuvre. Et c'est vrai que le numérique a un peu forcé la main, notamment au moment du Covid, sur la mise en place de l'autonomie de l'élève, en fait, puisqu'il s'est retrouvé isolé. Et moi, j'ai entendu des discours d'enseignants qui m'ont un peu fait réagir. Alors, évidemment, je vais être encore un petit peu pessimiste, mais j'ai entendu de très beaux discours aussi, comme le tien. Mais des enseignants qui, en fait, se trouvaient dépourvus quand l'élève n'était plus en face de lui, parce qu'il n'arrivait plus à l'influencer quelque part, par sa présence, par je joue avec toi, par c'est comme ça et tu fais comme moi, etc. Et là, je caricature pas, je l'ai observé plusieurs fois. Donc ça, la mise à distance a permis, et quelquefois les enseignants ont réagi en se disant « Ah oui, effectivement, si ça ne marche pas, il faut que je trouve une autre façon ». Et du coup, on enrichi et ont pris des reculs sur leur pédagogie. Et d'autres ont été en échec, tout simplement, et se sont dit « Bah non, c'est pas possible, la visio... Et donc, en associant, en prenant le raccourci visio numérique, le numérique, voilà. Et en fait, finalement, la question fondamentale, c'est le rapport entre l'enseignant et l'apprenant. Quelle place au projet de l'apprenant, quelle autonomie, quelle responsabilité dans son apprentissage. Et le numérique, effectivement, a mis cette chose-là en lumière, mais ça existe bien avant le numérique. Je veux bien remettre un peu d'espoir encore, un petit peu. En fait, je pense que là, on arrive à un moment où il y a vraiment un changement, je viens de dire, on va oser les mots ontologiques par rapport à notre rapport au savoir, un peu comme quand l'imprimerie est arrivée. Parce qu'au début, sur l'imprimerie, c'était un peu chiant, on copiait les livres, on devait apprendre par cœur tout, et on récitait aux élèves. L'imprimerie est arrivée, on peut donner des livres aux profs pour qu'ils le donnent. Et maintenant, dans ma poche, j'ai une bibliothèque, le savoir est hyper disponible. Même tu peux trouver de la pire fake news au meilleur consensus scientifique, il y a tout. Donc ça pose la question d'éducation aux médias, d'esprit critique, d'épistémologie, je pense qu'on sera d'accord sur ça. Et vu que le rapport au savoir change, pour moi, forcément, on ne va pas échapper à devoir changer les pratiques de l'enseignement. Parce que en fait, c'est ce qui arrive à l'invention d'imprimerie, il n'y avait plus de griots qui incarnaient le savoir, c'était dans les livres, c'était un peu différent. Et là, là où j'ai un peu de l'espoir, c'est que pour moi, on n'aura pas le choix, en fait. Parce qu'effectivement, moi, si je donne des cours magistraux sur ce que je sais faire, je pense que je vais pas trop mal le faire, mais je vais faire d'une façon médiocre par rapport à des gens sur Internet
qui le font vraiment super bien, en fait, que j'ai regardé, que j'ai appris, parce qu'en fait, tout ce que j'ai appris, moi, déjà, j'ai appris comme ça, sur Internet. En réalité, j'ai appris beaucoup plus de choses par moi-même sur Internet. Donc, c'est ça, le rôle du prof, effectivement, pour moi, il va forcer ces pédagogies actives, l'autonomie. En tout cas, si on veut bien faire notre travail, je pense qu'on n'a plus le choix, vu le contexte où on est et où tout est hyper disponible. Et du coup, voilà, pour moi, l'enjeu du pédagogue, ça va être éducation aux médias, épistémologie, esprit critique, connaissance scientifique, épistémologie, la connaissance de comment on produit une connaissance. Et le prof, faut qu'on trouve où il se place dans ça, quoi. Voilà. Je crois vous avez témoigné aussi quand on a échangé d'une autonomie des femmes grâce au numérique. Je veux bien que vous vous racontiez un peu cette expérience. Ouais, justement sur le mot autonomie en opposition à collectif, je pense que justement l'essence des droits culturels, c'est de reconnaître les individus justement dans leur individualité, dans leur identité culturelle qui leur est propre, et en étant plus autonome, en étant plus libre, on va pouvoir aussi mieux agir en société. On va pouvoir aussi mieux interagir et se reconnaître mutuellement et aussi partager et échanger. Et c'est là où le savoir et la connaissance et les arts circulent, et c'est ça qui est intéressant. Donc il y a cette phase d'autonomie qui est nécessaire, mais pour aller aussi vers les autres et se rencontrer. Et c'est ça, pour moi, l'essence des droits culturels. Et effectivement, moi, j'applique un petit peu les droits culturels en essayant de donner accès de créer des espaces d'apprentissage pour des personnes, donc notamment les femmes, les personnes trans et les personnes non binaires, donc des espaces d'apprentissage de la musique, mais aussi de tout l'environnement professionnel de la musique. Et en gros, j'ai créé un collectif qui s'appelle Les Canutes. On crée des workshops en non-mixité. Donc on a des workshops sur la MAO, des workshops sur la technique, des workshops sur l'administration, la communication. Et en fait, on se rend compte que les workshops techniques, qui sont liés aux technologies aussi, sont ceux qui ont le plus de succès, parce que justement, les femmes et les minorités de genre ont été un peu exclues des techniques en général, de tout ce qui est technique en général et de tout ce qui relève de l'expertise en général. Donc, c'est se réapproprier aussi ces outils-là pour en faire des choses émancipatrices. Et je pense que les outils numériques peuvent être un moyen aussi pour des personnes qui sont isolées et qui d'accéder à des outils et de gagner en compétences et de gagner en pouvoir. Et notre rôle à nous en tant qu'accompagnants, accompagnantes, c'est de leur ouvrir la porte et de leur dire en fait, la musique que tu fais tout seul ou toute seule dans ta chambre, on a envie de la voir, on a envie de l'écouter, tu peux venir la partager avec nous. Et c'est ça qu'on essaye de créer dans nos workshops en mixité choisie, c'est de dire à ces musiciennes, vous êtes légitimes, vous avez votre place dans cet écosystème de la musique, et venez, on va faire des choses ensemble et on va apprendre ensemble et on va grandir ensemble. Voilà, c'est aussi contrebalancer des inégalités, oui, et de donner accès à tous ces outils-là et aussi à la scène en fait. Voilà, des espaces de visibilité. Faire descendre le savoir et la technique au plus grand nombre, c'est même pas faire descendre. C'est pas faire descendre, c'est le partager au plus grand nombre. Voilà, oui, juste donner la place que ces personnes-là méritent, en fait. Donner la place à chacun et à chacune et donner les outils à ces personnes pour qu'elles prennent leur place aussi. Voilà. Je n'ai pas dit ça, désolée, mais s'il y a dans le public des questions, levez la main, n'hésitez pas et je vous donnerai la parole. Vous avez vu, la parole circule et on échange. Ah ben voilà. Pardon, oui, je n'ai pas précisé. Moi, je suis basée à Lyon et donc les canutes, justement, c'est lié à un mot lyonnais qui s'appelle les canuts. C'était des révolutionnaires basés sur le plateau de la Croix-Rousse, donc c'était...
et des révolutionnaires fabricants de soie. Donc c'était pour de la soie. Donc c'est voilà pour le côté on va fabriquer des choses ensemble et pas simplement via des écrans, mais aussi des voilà. On passe de la fabrique de soie et Saulieu à la fabrique de soie. Tout à fait. Waouh. Voilà. Je vais reprendre cette punchline. Merci. Est-ce que vous voulez à ce stade intervenir? Je vois que vous prenez des notes, un bon élève, sur du papier, avec un crayon, alors qu'on parle du numérique. C'est beau. Allez-y. Oui. Qu'est-ce que vous écrivez? L'alliage des traditions et de la modernité. Je dis pas c'est ce que je suis. Hein, mais... Non, oui, j'ai pris des notes, bien sûr, puisque on est à l'initiative de cette table ronde et l'idée, c'est d'enrichir la réflexion de notre réseau pour pouvoir avancer justement sur toutes ces questions. Non, peut-être des réflexions juste comme ça, un petit peu au fil des choses, des réactions. Tout au début des interventions enfin de ton intervention, on a parlé de justement ces droits culturels qui avaient aussi pour objet d'inverser un peu, enfin en tous les cas de modifier un peu ce rapport entre culture dominante et culture minoritaire. Et juste une réflexion qui me venait comme ça, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais effectivement, par exemple, un réseau comme la Confédération musicale de France est un réseau qui, à la fois, je dirais, est beaucoup dans, je dirais, la transmission d'un patrimoine musical, avec des orchestres d'harmonie, de symphonique, etc., qui travaillent sur le répertoire classique. Et donc, on pourrait dire que c'est quelque part la culture, entre guillemets, dominante. Oui. Or, en même temps, c'est un réseau qui est un réseau d'orchestres locaux, d'amateurs, qui se retrouve de plus en plus percuté, justement, par une culture, allez, je vais être un peu caricatural, une culture de masse industrielle, commerciale, uniformisée, enfin avec la variété internationale que j'aime beaucoup, hein, par ailleurs, Oui. mais qui inverse peut-être, alors on ne sait plus finalement où est la minorité, où est la culture dominante, mais n'empêche que c'est en même temps des pratiques musicales, ces pratiques d'orchestre, d'harmonie, de brass band, etc., qui ont tendance à de plus en plus disparaître un peu de la visibilité du champ médiatique, du champ de la diffusion, etc. Et que finalement, pour reparler des droits culturels, je pense que c'est aussi, voilà, le numérique peut permettre aussi, en quoi le numérique peut permettre éventuellement de redonner une possibilité un peu de diffusion. D'ailleurs, nous, quand on fait nos rencontres nationales, européennes, des brass bands, etc., avec notre partenaire ici, Digistyle, on diffuse sur YouTube nos événements et on a des taux de fréquentation de ces vidéos qui sont très importantes, donc c'est déjà un outil. Et autre chose, toujours par rapport à cette question des droits culturels, c'est vrai que quand on observe un peu ces pratiques d'ensembles musicaux, ces orchestres d'harmonie, de brass band, à plectre, etc., c'est vrai que c'est de la pratique musicale, mais c'est de la pratique sociale aussi, oui. Pour beaucoup. C'est voilà, c'est un peu, j'ai envie de dire, comme le club de foot où ils se retrouvent pour la troisième mi-temps. Enfin, bref, il y a aussi une pratique sociale. Oui. Alors, quelque part, bien entendu, ça, du coup, le numérique, ça va pas le remplacer. Mais en même temps, on a vu que pendant la Covid, effectivement, nous, on a mis en place des dispositifs. Ça a permis de garder un lien. Mais il y a quand même cette question de la pratique sociale. Après, je voudrais dire deux choses toujours. Quand on me donne la parole pour... mais on peut peut-être commencer à discuter de ces deux points déjà. Alors, Shakira, chantée par un groupe de chanteurs basques. Est-ce que c'est se tirer une balle dans le pied? Je résume, voilà, avec un peu d'humour. Est-ce que dans vos pratiques les uns les autres, est-ce que cette question de l'uniformisation de la culture, est-ce qu'elle, peut-être sous la pression d'un numérique très puissant, et des mélanges aussi, de comment on voilà. Décloisonne surtout. Et à la fois ce besoin de décloisonner, parce que, par exemple, on sait dans les algorithmes, on sait que voilà, vont être poussés sur YouTube, je vous le reprends, hein, parce que je sais reprendre la parole. On sait que les algorithmes de YouTube vont pousser voilà, certaines choses et mettre sous le boisseau d'autres. Donc il y a aussi là une sélection qui est très puissante d'un point de vue culturel. L'éducation aux médias, par exemple, c'est typique pour éviter
voilà, des fake news qui sont poussées par les plateformes. Je sais bien de quoi je parle en tant que journaliste. Et bon, on a cette même problématique dans la musique. Comment on éveille le public à cette problématique ? Pour revenir sur Shakira avec un groupe basque, alors Madonna a fait une tournée avec un groupe de percussion basque, donc c'est possible. Pour réinterpréter Ravel, donc tout va bien. Après, sur le mélange des esthétiques, moi je coordonne aussi un collectif d'écoles de musique dans lequel on mélange des écoles type conservatoire, école municipale, école associative, centre de formation professionnelle, musique actuelle, musique dite classique. Justement pour ça, où les profs vont avoir des formations croisées et se croiser entre eux sur des temps communs. Et on a fait, il n'y a pas si longtemps, un orchestre symphonique autour de la thématique musique de film, dans lequel il y a autant du John Williams que du Justin Timberlake. Donc en effet, on a déjà croisé les esthétiques, et les musiciens qui jouaient Justin Timberlake venant du classique n'avaient pas l'air de mal le vivre. Et les musiciens musique actuelle qui jouaient John Williams étaient plutôt heureux. C'était compliqué pour eux, mais ils ont réussi à le faire. Je pense que plus on arrivera à croiser ça, mieux ce sera. Parce que de toute façon, les choses se croisent déjà. Dans le rap, aujourd'hui, il y a de l'utilisation d'orchestres. Enfin, je dis aujourd'hui, ça commence à dater. Les premiers morceaux de rap samplaient même des choses du classique. Donc, les choses se mélangent déjà, en fait, depuis longtemps. Donc, c'est juste nous, en tant que pédagogues, il faut qu'on se remette en question sur le fait qu'en fait, c'est déjà le cas pour nos élèves, pour les gens avec qui on travaille. Ils écoutent déjà des musiques qui sont hybrides. Donc il faut que nous, on se dise, oui, faisons-le aussi, montons des projets, on va faire un projet rap avec un orchestre alors qu'on est en classique. Essayons de faire ça, et je pense que ça enrichira les élèves. Après, sur la question de comment YouTube met en avant certains morceaux, c'est la même chose sur Spotify, hein, c'est des endroits où on a accès enfin à tout, mais du coup, on accède toujours la même chose. C'est l'histoire même des musiques enregistrées, hein, je pense qu'on a l'habitude maintenant. Mais voilà, c'est juste sur le côté croisement où je pense que c'est important d'avoir ça et de croiser ça au plus tôt. Plus on le fera tôt, plus les élèves et les créateurs qu'ils seront demain, professionnels ou non, vont penser le croisement des esthétiques. On est dans un pays où chacun est dans sa case. C'est très franco-français, sortons de ça rapidement, avec ou sans numérique. À quel moment l'exception culturelle, le fait de ne pas perdre le souvenir d'une certaine chanson bretonne chantée dans telle circonstance populaire, etc., elle ne se fait pas écraser par cette notion de droit culturel qui, finalement, le fait qu'on puisse tous partager notre culture le plus largement possible. Est-ce qu'il y a un moment où ça se confronte, cette question ? Non, je pense pas. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Qu'on peut conserver un patrimoine plutôt, on va dire, national ou régional, et en même temps revaloriser des patrimoines et même des matrimoines qui ont été invisibilisés et qui ne sont aujourd'hui pas encore très bien reconnus. Donc en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Il n'y a pas de remplacement, en fait. C'est juste, ça s'ajoute et on a de plus en plus de choix et de diversité, et tant mieux. Après, là où ça se joue, c'est sur justement l'écologie de l'attention, où est-ce qu'on va placer notre attention et comment est-ce qu'on répartit notre temps et comment est-ce qu'on arrive à capter aussi des personnes et à se faire connaître et à rester dans une forme de mixité, de ne pas rester dans son... Alors c'est vrai que vous avez prononcé le mot de matrimoine, et ça, en tant que venant du classique, c'est vrai que les compositrices ont complètement, enfin quasiment été invisibilisées dans la musique classique, et aujourd'hui, grâce au numérique, grâce à des outils de recherche, des sites de référencement de toutes les œuvres, si vous voulez, un trio pour contrebasse, flûte et violon par une compositrice du 19e, il y a un logiciel, un site internet qui va vous le trouver. Ça, c'est vrai qu'on parle souvent, on a parlé des écrans, etc., mais des outils aussi simples que ça, qu'une bibliothèque extrêmement agile et ouverte à tous, finalement, ça peut être une révolution potentielle. Donc, après, c'est toujours la question des moyens. C'est aussi là où les acteurs publics rentrent en jeu. C'est comment est-ce qu'aussi peut-être l'argent public est réparti différemment ou fléché différemment pour que on puisse aussi développer ces outils-là.
Après, il y a la communauté, enfin voilà, il y a la société civile qui s'organise et les gens. Enfin, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui n'ont pas besoin de l'argent public pour créer des choses, mais pour le développer, le diffuser. Mais quand même, en termes de visibilité, en termes d'espace de diffusion, il y a quand même des choses qui se et de matérialité, de pouvoir vivre aussi parfois de son art. Il y a des choses qui se jouent et il y a encore de fortes inégalités. Et c'est comment est-ce qu'on redistribue peut-être un peu différemment. La dotation des conservatoires. Une budgétisation genrée. Genrée, culturelle, je sais pas. En tout cas, une analyse de ça. Et on commence à le faire. Aujourd'hui, on commence à compter les artistes, femmes présentes sur scène, mais on compte pas les personnes racisées, par exemple. Peut-être qu'il faudrait le faire et rééquilibrer un peu ça, parce que derrière, c'est de la visibilité, c'est aussi de l'argent, donc des capacités à développer des projets. Donc voilà, c'est tout un système, je pense qu'il faut repenser en fait. Non, j'évoquais juste le fait qu'il y a de plus en plus dans les approches d'élaboration des politiques publiques des pratiques de budgétisation genrée. De conditionnement de l'argent public. Pour voir en quoi une politique publique intègre ou pas certains enjeux. Et par ailleurs, y compris sur les questions des discriminations de façon plus large, des 24 ou 25 grandes catégories de discrimination. Oui, mais là, au-delà de la discrimination, au-delà de l'approche genrée, d'ailleurs, il y a aussi des études faites par des grands instituts, comme France Stratégie, qui montrent que finalement, certaines formes de discrimination systémique, y compris si on veut réfléchir à un niveau, je dirais, de l'impact économique, certaines formes de discrimination, finalement, coûtent plus cher que le fait de développer des budgets publics pour lutter contre. Et effectivement, dans le champ de la musique, de la pratique musicale ou autre, quand on parle de retard, c'est peut-être aussi des investissements publics qui manquent. Oui. Peut-être pour arriver à, entre autres, peut-être que pour arriver à convaincre les pouvoirs publics de miser plus et d'accompagner plus justement l'ensemble de ces réseaux sur ces questions-là, il y a peut-être des approches de ce genre-là à voir. Mais là, j'ai envie de vous donner la parole parce qu'avec le handicap, ça fait des décennies qu'on sait qu'il faut que les personnes souffrant de handicap de tout genre. Alors, on a élargi le spectre des handicaps, j'ai envie de dire. Ça, il y a même le handicap social. Voilà, mais la réponse, elle, n'est pas plus large. Non. C'est ça. Et l'argent étant le nerf de la guerre, tant qu'il n'y a pas de finances, c'est très très compliqué. Et alors on sait bien que déjà dans nos établissements d'enseignement artistique, les budgets sont de plus en plus restreints. Donc j'ai pas de solution. J'ai même pas d'idée. Oui. Est-ce que les uns les autres? Oui. On parlait de numérique et l'enjeu de la formation numérique est très important dans les établissements d'enseignement artistique et les budgets formation se réduisent, oui. Bon, évidemment, il y a le CNFPT qui propose des choses, mais c'est tout de même très compliqué. Donc, et ça va, ces dernières années, là, ça va de mal en pis, on va dire. Ça va assez vite, les restrictions. Donc bon, je reste encore négative, mais en fait, je ne suis pas du tout quelqu'un de négatif. Ça fait juste plus de 10 ans que je fais ce métier. Pour parler aussi de ce qu'il faut faire. Donc. Non, mais moi, j'y crois toujours. C'est parce qu'aussi, vous êtes à une place charnière. C'est qu'effectivement, il y a un vrai besoin de formation à un moment où, oui, l'argent public n'arrive pas à cet endroit-là, ou peu, ou mal, et pour sensibiliser les professeurs à la question du handicap et aux outils numériques, ce qui pourrait évidemment se rejoindre, là, on a un blocage qui n'est pas seulement psychologique, qui est aussi très concret. Oui. Donc, je sais, c'est pas que vous êtes pessimiste, je pense que vous êtes à un poste d'observation au centre des choses. Est-ce qu'il y a encore des choses à ajouter ou des questions ? Et sinon, je peux vous redonner la parole les uns les autres une dernière fois, ou sinon conclure sur cet échange. Quelque chose à rajouter ? Non, simplement, on voit bien que là, avec un premier débat comme ça, même s'il y en a eu d'autres avant, on a touché beaucoup d'enjeux, des enjeux sociétaux, des enjeux de politique publique, des enjeux de posture, des enjeux de pratiques culturelles. Donc il y a beaucoup de choses. On a terminé, et c'est pas plus mal,
par des questions de budget public. Et effectivement, c'est pas la seule question qui se pose, mais effectivement, si on veut avancer sur ces questions de comment faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes, de citoyens accèdent à la musique, pratiquent la musique et ne soient pas freinés par des questions de fracture numérique, par des questions de formation, etc., ben, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir effectivement qu'il y ait un investissement public, mais aussi peut-être privé, mais qu'il y ait des investissements sur ces questions-là. La formation, c'est vraiment un enjeu. Alors moi, je trouve que c'est bien qu'on termine quasiment là-dessus, parce que c'est vraiment un enjeu important. Et c'est pas que la formation technique, on l'a bien vu, hein, qu'il y a des questions de posture, je dirais d'habitude quasiment. Et vraiment, moi, je trouve que c'est bien qu'on termine par ce sujet-là, parce que c'est important. Et en plus, on a parlé du CNFPT, mais qui s'adresse essentiellement donc aux collectivités territoriales. Or, il y a une grande partie, je dirais, de la pratique musicale qui est portée par des associations. Et là, effectivement, c'est pas le CNFPT. Donc, faut aussi des moyens publics pour accompagner ces réseaux-là. Là, je prêche un petit peu pour ma paroisse, celle de la Confédération. Bah, c'est vous la vie, c'est vous l'hôte, donc c'est très bien. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tous de votre présence et de vos questions et de vos remarques. Et voilà, et des exemples concrets que vous avez aussi proposés. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Musicora et merci à vous, Séverine, de la lettre du musicien, d'avoir accepté d'accompagner cette table ronde et de l'animer. Merci.